Les principes. Alors ce terme peut paraître un petit peu démodé. Les principes, ça fait un peu rébarbatif. Alors il ne faut pas le prendre dans ce sens-là, il faut prendre le mot principe comme les valeurs fondamentales. Et c'est bien de cela dont il s'agit, les fondements, les bases, les fondations de Prince 2. Et surtout, les fondations de la gestion de projet efficace. Alors, ces principes sont au nombre de 7. Nous allons les voir en détail dans les slides suivantes. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est un principe? Quelle est la définition de Prince 2? Prince 2 donne cette définition qu'il faut plutôt connaître parce qu'il y a parfois des questions à l'examen sur les définitions importantes. C'en est une. Donc un principe, ce sont donc des lignes directrices qu'il faut observer pour effectivement respecter les bonnes pratiques que l'on verra par la suite. Les bonnes pratiques sont incluses dans les thèmes et dans les processus, dans les bonnes pratiques de management, de projet. Et c'est ça qui va former la base de la gestion de projet pour Prince 2. Donc ces principes, ils vont être structurants pour votre gestion de projet. Donc c'est quelque chose auquel il faut adhérer, auquel il faut croire. Ce sont des choses qu'il faut aussi, auxquelles il faut être sensible au quotidien. Parce que vous allez voir qu'ils ont à chaque fois un caractère très pragmatique, très pratique. La justification continue. C'est donc le premier principe de Prince 2 et probablement un des plus importants. Il va falloir justifier son projet, justifier le pourquoi du projet, justifier aussi les bénéfices. Alors, c'est vrai qu'on est dans une société où on a l'impression qu'il faut toujours se justifier. Là, il ne s'agit pas de se justifier, mais de justifier de l'intérêt du projet. Pourquoi est-ce qu'on fait ce projet? Qu'est-ce qu'il va apporter à l'entreprise? En quoi il va permettre à l'entreprise de se démarquer? Donc, c'est quand même important, un moment important. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un investissement. L'entreprise va vous confier un projet qui a de la valeur et vous êtes là pour la développer, cette valeur. Donc, il va falloir être capable de montrer qu'il a de bonnes raisons d'être une réussite à la fois dans son développement, mais aussi dans l'utilisation des produits de ce développement. Donc, il va falloir trouver des raisons justifiables, des raisons tout à fait, je dirais, pratiques, des raisons rationnelles, des raisons que vous pouvez mesurer aussi, parce que dans la justification, on doit parfois retrouver des chiffres. Et je pense au fameux retour sur investissement, ce qu'on appelle le ROI. Un projet sans ROI, c'est un projet qui ne peut pas aboutir. Alors c'est vrai que autrefois on faisait des projets sans Prince 2 et on ne pensait pas forcément à justifier son projet. Ce qui se passait, c'est qu'au bout de quelques mois, le projet avait moins la cote et à ce moment-là était peut-être ajourné ou mis, on va dire, au frigo parce qu'il n'intéressait plus l'entreprise. Ces justifications, vous pourrez les ressortir par la suite quand vous verrez que le projet est un petit peu, il tangue, les gens sont moins motivés, participent moins. À ce moment-là, vous pourrez montrer qu'il y a de bonnes raisons de le faire. Alors, on pourrait penser qu'on fait cet exercice donc, de business case, de cas d'affaires en début seulement. Alors, pas seulement dans Prince 2. On va faire une première version effectivement au début, mais par la suite, on va mettre à jour ce document. Pourquoi? Parce que l'environnement de projet évolue et donc on peut très bien, tout à fait considérer qu'il va y avoir par la suite des changements de contexte qui peuvent remettre en question l'existence même du projet. Donc il faudra le faire valider et repenser effectivement à cette justification tout au long du projet et très concrètement plutôt aux fins de phase, faire un bilan de chaque phase et de se dire est-ce qu'on est encore dans cette logique de succès, est-ce que ce projet est tout à fait viable, justifiable. Donc la viabilité, elle est importante parce que derrière, il y a des frais, des coûts qui sont mis en œuvre
et ça nécessite effectivement de mettre en œuvre beaucoup de choses pour l'entreprise qui pourraient ensuite considérer être gaspillées. Donc cette justification, autrefois, elle était peut-être simplement orale, c'était le grand oral devant un parterre de décideurs de l'entreprise. Pour des raisons de qualité, bien entendu, cette justification doit être documentée et ce document, le fameux business case, devra être approuvé par les parties prenantes du projet en charge des décisions et je pense bien entendu au comité de pilotage. Principe numéro 2, les leçons tirées de l'expérience. Les entreprises recherchent souvent des chefs de projet expérimentés. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas simple de faire un projet et beaucoup de choses ne sont pas forcément formalisées dans la méthode. Chaque projet va s'inscrire dans un contexte particulier et effectivement, on va apprendre des leçons, on va tirer des leçons de chaque expérience. Alors, l'expérience d'un chef de projet, ça compte. Néanmoins, un projet peut durer 6 mois, 1 an, voire plus. Et dans une carrière, on ne fait pas non plus des centaines de projets. Donc c'est très intéressant à la fois de tirer des leçons de ses propres expériences, mais essayer de tirer des leçons aussi des expériences des autres. Alors, ce qu'on appelle une expérience, ça peut être une expérience réussie, et essayer de comprendre pourquoi on a réussi ce projet, cette expérience. Ça peut être aussi des expériences plutôt ratées, plutôt des échecs, ou même dans une expérience réussie, on peut avoir eu des difficultés. Donc, tout est bon à prendre dans un retour d'expérience. Le plus important, c'est être capable, de formaliser ces expériences au travers d'une certaine documentation, mais aussi d'être capable de la partager avec les autres chefs de projet. Or, dans une culture d'entreprise, on a tendance souvent à récompenser la performance individuelle et on n'a pas tellement envie de montrer les faiblesses ou les difficultés que l'on a eues. On est censé être un chef de projet aguerri et donc réussir toutes sortes de projets assez facilement. Bon, ça évidemment, c'est une croyance complètement erronée. Chaque projet est différent, chaque projet est un challenge. On peut réussir d'affiner plusieurs projets et échouer son dernier projet. Il n'y a pas de règle. Un projet, c'est je dirais un sport d'équipe. Donc en équipe, on peut gagner. Et puis parfois, effectivement, dans l'équipe, il y a eu des difficultés et puis on échoue. Alors le but, ce n'est pas de pointer des gens, des coupables, mais plutôt de montrer que dans les processus, dans les pratiques que l'on applique sur le projet, il y a des choses à améliorer. Donc au début du projet, on va tirer profit des leçons des autres projets qui ont été faits antérieurement, soit ses propres projets, soit les projets d'autres personnes. Alors, c'est vrai que chaque projet est différent, mais on peut trouver des projets qui ont été faits dans la même technologie ou sur le même domaine fonctionnel. À ce moment-là, on pourra voir effectivement les difficultés qui sont propres à un domaine particulier avant de commencer. Ce qui permettra peut-être au niveau de la gestion des risques, de provisionner peut-être plus de temps, plus d'argent, plus de soins. Alors les leçons, bien sûr, on va en tirer au fur et à mesure du projet, donc pendant le projet. Alors pas forcément tous les jours, je dirais, mais à chaque fois qu'on considère qu'on a validé une expérience, ça peut être faire un appel d'offres, ça peut être valider un cahier des charges, ça peut être rédiger des spécifications, ça peut être faire des tests. Voilà. Donc chaque expérience qui peut correspondre effectivement à un travail va donner lieu à un retour et ce retour devra être formalisé peut-être sous forme d'un rapport. On fait ça souvent à la fin de chaque phase, ce qui permet effectivement de s'arrêter, de faire un premier bilan intermédiaire et ne pas attendre la fin du projet, car tout simplement on risque d'avoir oublié la majeure partie des difficultés que l'on a eues. Donc la bonne pratique, c'est de tenir à jour un journal de projet, une espèce de journal de bord comme un capitaine sur un bateau, et puis de se dire que voilà, tout petit détail peut avoir son importance par la suite.
Enfin, à la fin du projet, c'est là où euh, le retour de l'expérience prend toute son ampleur. On appelle ça parfois un REX, un retour d'expérience. À la clôture du projet, on va rédiger avec l'ensemble des parties prenantes un retour d'expérience. Alors, je dis bien avec l'ensemble des parties prenantes parce que souvent, c'est celui qui tient le stylo qui écrit l'histoire. Donc, il ne faut pas que le chef de projet dans son coin s'envoie des roses. Il est là aussi pour montrer qu'il y a eu des difficultés et que voilà, c'est un projet, c'est pas un long fleuve tranquille, qu'on a appris et que ce qu'on a appris sur ce projet, les autres chefs de projet peuvent en tirer un profit pour tout simplement ne pas tomber dans les mêmes pièges. À partir du moment où on considère que l'organisation c'est un ensemble de projets, de chefs de projet, d'équipes de projet, alors on a tout intérêt à être solidaires les uns des autres. Principe numéro 3, les rôles et les responsabilités. Alors je vous l'ai dit, un projet, c'est un travail d'équipe. Un projet, on l'a vu dans la définition, c'est souvent interfonctionnel. Donc ça veut dire qu'on va faire appel à plusieurs divisions dans l'entreprise, plusieurs parties de l'organisation, et pas seulement des gens de l'entreprise. On va aussi avoir des fournisseurs qui peuvent être effectivement des consultants extérieurs, des fournisseurs de logiciels, des fournisseurs de ressources, de matériaux, de solutions. Donc il va falloir être capable de définir intelligemment les rôles et les responsabilités de chacun afin déjà de ne pas se marcher sur les pieds et puis de ne pas oublier des choses. Il y a des gens qui vont faire, d'autres qui vont revoir, d'autres qui vont valider. Donc on considère dans Prince 2 qu'il y a trois catégories de parties prenantes. Il y a qui forme un acronyme qui fait FEU, donc voilà. Fournisseurs, donc les gens qui fournissent les ressources pour réaliser le projet. Et par exemple, dans un projet fonctionnel, un projet métier, l'informatique est souvent vue comme un fournisseur de solutions, la solution informatique. Une partie exécutive, donc les gens qui prennent la responsabilité, on pourrait dire les sponsors, les gens qui décident. Et puis les utilisateurs, parce que n'oubliez pas que vous allez faire un produit, vous allez développer quelque chose qui va servir probablement à des utilisateurs finaux. Et ces utilisateurs doivent être représentés dans l'organisation, dans le projet, de façon à exprimer leurs besoins, leurs contraintes et ce qu'ils attendent. N'oubliez pas qu'à la fin, c'est aussi eux qu'il faut satisfaire, même si chaque partie prenante, bien sûr, doit être satisfaite à son niveau. Principe numéro 4, le management par séquence. On pourrait s'imaginer un projet comme développer quelque chose. J'ai l'idée, je suis dans les starting blocks, on me dit vas-y, go, et hop, je pars, je commence à développer. Et puis bien sûr, je dis au client, bon bah, salut, on se revoit dans un an quand j'aurai terminé. Le fameux effet tunnel. On est sûr de soi, on sait que ça prend du temps, mais on pense qu'on va y arriver comme ça. Alors pour Prince 2, c'est pas possible. Le principe management par séquence est extrêmement important. Alors en quoi consiste-t-il? L'idée c'est qu'un projet ça dure assez longtemps. Ça va être de découper un projet assez long, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, en phases, en séquences gérables, planifiables, sur lesquelles on peut s'engager, sur lesquelles le délai n'est pas trop long, où les gens ne vont pas se démotiver. Donc ça peut être une séquence d'un mois, un mois et demi, 2 mois. C'est vous qui gérez, ça dépend bien sûr de la logique du projet. Ça dépend du domaine fonctionnel, du métier dans lequel vous êtes. Si on prend l'exemple des méthodes agiles, c'est tout à fait classique d'avoir une phase, ce qu'on appelle un sprint, de 3 à 4 semaines. Et à chaque fois, c'est fixe. Maintenant, c'est à vous de définir votre cycle de vie. L'idée, c'est que vous allez faciliter votre planification en découpant par morceaux. Alors, ça va être très difficile de planifier le dernier tronçon, celui que vous devez faire dans un an ou dans 2 ans. Bon. Mais l'idée, ça va être surtout de donner de la visibilité sur la phase suivante.
Lundi prochain, vous commencez une nouvelle phase. Vous devez, avant vendredi, être capable d'avoir donné de la visibilité aux parties prenantes, avoir eu leur accord comme quoi on peut commencer. On n'improvise pas le travail dans Prince 2. On le planifie, on le prépare, on le prévoit. L'idée, c'est aussi effectivement d'améliorer la visibilité pour le top management, leur fournir des éléments précis, ce qu'on appelle des jalons, auxquels, des rendez-vous en fin de compte, ce qu'on appelle dans Prince 2 des fins de séquence, et leur montrer le résultat du travail de la séquence. Ça permet bien sûr de sécuriser le projet par phase, ne pas revenir en arrière aussi. Trop souvent, on part sur beaucoup trop d'hypothèses. On se dit, bon, bah, j'ai un cahier des charges qui est globalement développé, mais bon, il n'est pas encore validé. Allez, je commence les développements. Bah, attention, vous prenez peut-être beaucoup de risques. Peut-être que vous n'avez pas été mandaté pour ça. Donc c'est important de faire un bon découpage logique et à la fin de chacune des séquences, donner l'assurance que déjà, le travail s'est bien passé, que le projet reste sous contrôle, que la performance est bonne, parce que le capital confiance, c'est quelque chose qu'il faut maintenir, entretenir pour un chef de projet par rapport aux autres parties prenantes. Un chef de projet qui travaillerait sans planifier prendrait le risque qu'on lui dise bon bah là j'ai pas de visibilité, je te fais plus confiance, je donne ce projet à quelqu'un d'autre par exemple. Donc c'est aussi de la sécurité pour le chef de projet dans sa relation avec les autres parties prenantes. Principe numéro 5, le management par exception. Alors ça ne veut pas dire qu'on va exceptionnellement faire du management, rien à voir. L'idée c'est quoi? C'est que le projet appartient à l'entreprise. Cette entreprise, elle a des grands décideurs, les directeurs des entités, par exemple, directeur général, directeur informatique. Mais ces gens-là sont très occupés et eux-mêmes, ce n'est pas leur métier que de gérer au quotidien un projet. Donc, ils vont déléguer ce projet à un chef de projet qui va recevoir un certain niveau d'autorité, une certaine responsabilité. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de permettre une délégation formelle. Mais ça ne veut pas dire qu'ils rejettent leur responsabilité sur le chef de projet. C'est une responsabilité partagée. Le chef de projet va gérer au quotidien le projet et va être le garant de la qualité, notamment de ce qui est développé. Mais in fine, pour l'entreprise, c'est bien les décideurs, ce qu'on appelle l'exécutif, euh, qui, qui va être ultimement responsable de la réussite ou de l'échec d'un projet. Or, le problème, c'est que cet exécutif n'a pas pour vocation d'être au quotidien sur les projets. Je dirais, c'est pas un problème, tant mieux d'ailleurs, parce que sinon le chef de projet n'aurait aucune autonomie. L'idée, ça va être pour le chef de projet d'avoir une certaine confiance, de donner confiance aux autres parties prenantes et à l'exécutif, comme quoi le projet est géré correctement. Alors on va aussi introduire un concept qui est très intéressant, qui est la notion de tolérance. Avoir des tolérances notamment sur nos 6 variables de la performance. Rappelez-vous, coût, qualité, délai, le périmètre, les risques, les bénéfices. L'organisation va donner des limites à ne pas dépasser. Exemple, des limites sur le délai. Le projet doit durer 9 mois, mais on va lui donner par exemple une limite maximum de plus un mois, voire moins 15 jours, parce qu'on veut peut-être aussi que le créneau soit bien respecté, le rendez-vous soit bien respecté. Pareil pour les budgets, on peut très bien dire, bon, interdiction de dépasser le budget ne serait-ce que d'1 € sans justifier, sans changement. Donc ça sera tolérance à ce niveau-là, 0. Bon, souvent, c'est plutôt l'ordre de 5%. Mais ça, c'est l'organisation qui le décide. Ça dépend de sa politique intérieure, de sa stratégie.
Alors, l'avantage de travailler en management par exception, c'est qu'au quotidien, le chef de projet assure comment dire, le management, et puis à certains rendez-vous, alors qui peuvent être une fois par semaine ou une fois par mois, avec ce fameux comité de pilotage qui va réunir l'exécutif, plus effectivement le représentant des utilisateurs, le représentant des fournisseurs, eh bien, il va y avoir un échange. Les grandes décisions seront prises par le comité de pilotage, mais le chef de projet va instruire les demandes de changement, notamment, va préparer le terrain. Donc d'un côté, ça permet un partage des responsabilités, donc un projet plus zen, mais ça donne aussi plus d'autonomie pour le chef de projet, et puis plus de temps pour les décideurs qui ne peuvent pas être quotidiens sur le projet. Donc c'est un bénéfice pour tout le monde, à condition que tout le monde joue le jeu effectivement de la transparence, du reporting et aussi bien sûr de la tolérance. Principe numéro 6, la focalisation produit. Alors, c'est vrai, Prince 2, on l'a dit, c'est une méthode de gestion de projet, et on a dit aussi, Prince 2 ne s'intéresse pas aux aspects spécialistes, aux aspects techniques, technologiques du produit. Ça, c'est vrai. Mais, comme principe fondateur, on ne voudrait pas que l'équipe projet fasse du projet pour faire du projet. Le but d'un projet, l'existence même d'un projet, c'est de travailler ensemble, d'utiliser des ressources avec un niveau de risque géré pour pouvoir produire quelque chose, un logiciel, un bâtiment, une réorganisation, quelque chose d'unique. Donc, il faut que le chef de projet ait cette culture produit. La gestion de projet, sa gestion de projet elle-même doit être orientée produit, sa planification doit être orientée produit. Le travail n'est là que pour produire quelque chose. C'est ce quelque chose qui intéresse l'organisation, qui intéresse les utilisateurs. Donc il va falloir responsabiliser chacun sur la qualité du produit. Et la qualité commence bien entendu dès le début du projet, quand on va faire un cahier des charges, une expression de besoin. Des besoins qui sont mal exprimés aboutiront à un produit qui ne sera pas aligné avec le besoin réel, le besoin du terrain, et pas celui qui est simplement écrit dans un document. Voilà. Donc c'est un principe très, très profond, c'est de se dire, ok, on fait de la gestion de projet, mais tout ça n'a un sens que parce qu'on va délivrer un produit. Alors ce qu'on appelle produit, quand on dit produit tout court, c'est le produit qu'on va délivrer à son client, à ses utilisateurs. On parlera parfois aussi de produit de management. Effectivement, un chef de projet va produire des rapports, va produire de la planification, des plans, des stratégies. Ça, ce sont des produits de management. Mais et qui sont importants, bien entendu, puisqu'ils doivent être formalisés, ils doivent être écrits. Et peut-être même ils sont livrés au client. Peut-être que le client paye aussi pour de la méthode. C'est une bonne chose. Mais n'oubliez pas que le produit, je dirais the produit, c'est le produit final, celui qu'on va délivrer aux utilisateurs. Septième principe, le dernier mais pas des moindres, il s'agit du principe d'adaptation. Alors l'adaptation, c'est une qualité importante dans l'humanité. Si l'humain ne s'était pas adapté à tous ces changements, il n'existerait plus aujourd'hui. Et il faut se dire aussi que si une méthode veut continuer à exister, il faut qu'elle soit capable de s'adapter à son environnement. Et l'environnement, lui, souvent, il est imposé par l'organisation. Un projet peut être une réussite dans un certain environnement favorable et devenir un échec, pourtant géré par les mêmes personnes, dans un autre environnement qui lui sera défavorable. Donc, il va falloir être capable d'adapter la méthode sans renoncer à ses valeurs, sans renoncer à ses principes, puisque eux ne sont pas négociables, ils ne sont pas adaptables, mais il va falloir adapter tout le reste. On va adapter ses processus, la façon dont on travaille, ses activités, on va adapter ses pratiques, on va adapter, je dirais, son savoir-faire en fonction du besoin, et puis on va prendre en compte toutes les contraintes qui sont fournies par le projet
et par son environnement. C'est de la flexibilité, de la souplesse, et c'est ça aujourd'hui qui est demandé par le marché, des méthodes qui ne soient plus rigides, mais qui soient efficaces parce que adaptables, parce que flexibles. Voilà, donc ça va être le défi de Prince 2 et surtout, je dirais, du chef de projet, puisqu'il va devoir démontrer dans toute sa gestion de projet qu'il applique Prince 2, mais qu'il ne l'applique pas bêtement à la lettre, qu'il l'applique, parce qu'il a compris les principes, ce qu'on vient de voir dans cette présentation, et il va montrer que, en fonction du temps qu'il a, et je pense notamment à un petit projet, il ne va pas être là pour faire de la paperasse, c'est pas le but d'un projet. Il va faire toujours de la documentation, ça c'est sûr, mais il adaptera le niveau de détail de cette documentation aux besoins en documentation. C'est toujours comme ça qu'il faut voir les choses. Et c'est vrai que trop souvent, les méthodes ont été cataloguées comme de la bureaucratie parce qu'elles n'amenaient pas cette souplesse, elles n'amenaient pas cette capacité à comprendre qu'un projet, c'est un cas particulier à chaque fois et qu'il faut être capable, dans sa planification et dans sa façon de travailler, d'adapter le Prince 2 à l'environnement.